Allez, on avance. La permanence des soins en établissement privé, Thierry Elbert, président du SAMAD. Bonjour à tous et toutes. Bien. La permanence des soins a occupé largement le débat de la loi HPST autant que l'accès aux soins et le secteur 2. Et permanence de soins, c'était permanence de soins ambulatoires et établissement de santé privée. Diapo suivante. Mais les médecins spécialistes libéraux n'ont pas attendu les ordres de la République pour organiser et assumer cette permanence de soins, qu'elle soit au niveau du cabinet, dans les structures d'hospitalisation, avec ou sans accueil des urgences. En effet, notre code de déontologie nous rappelle qu'il est du devoir de chacun d'entre nous de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et règlements qui l'organisent, bien sûr. Et donc, quant au cabinet médical, la permanence des soins est une organisation collective et confraternelle qu'on a su mener et qui est mutualisée pour répondre à une demande de soins non programmée. Elle implique tous les médecins, qu'ils soient libéraux ou hospitaliers. Et ce qui différencie l'exercice libéral au cabinet de la structure, c'est que les médecins hospitaliers, salariés libéraux, exerçant dans ces établissements, ne sont pas libres des modalités de participation à la permanence des soins. Nous allons y revenir. Et ces contraintes peuvent être imposées par voie statutaire ou par voie contractuelle. Suivante. Alors la loi HPST, avec son article 49, a défini la permanence des soins comme une mission de service public de permanence des soins. Et beaucoup de directeurs d'agences ont confondu le « de » avec le « du ». Donc c'est bien une mission de service public et non pas une mission du service public. On a défini ainsi des territoires régionaux de permanence des soins sous la houlette des directeurs d'agences. La permanence des soins doit assurer, entre autres, par les médecins libéraux exerçant dans des cabinets médicaux et dans des établissements de santé dans les conditions fixées par l'ARS. Enfin, très important, l'arrêté du 16 janvier 2012 qui enfin précise les modalités et montants des indemnités pour la permanence des soins en établissements de santé et surtout qui est applicable à l'ensemble des spécialistes qui assument effectivement cette charge, nous y reviendrons, et la rémunération est directe aux praticiens par la CPAM et non pas par les structures. Suivante. Et donc, le cabinet médical, ça fait longtemps qu'on a assuré la permanence des soins. Quand on ferme le cabinet le soir ou pour le week-end, on ne se fout pas complètement de nos patients. Et on a un système informatif qui permet de dire aux patients, par voie téléphonique, par un transfert téléphonique, par un site internet ordonnance, en cas d'urgence, vous vous présentez soit avec un confrère, soit sur un service de garde officiel ou un service de garde dans les structures hospitalières où nous travaillons, privées ou publiques. Bien évidemment, nous avions recommandé au niveau du SAMAD, par exemple, d'un éventuel contrat qui fait que la structure s'engage à accueillir sans souci vos patients s'ils se présentent la nuit ou les week-ends. Suivante. Il ne faut surtout pas confondre la continuité des soins en milieu hospitalier et la permanence des soins. Selon la loi relative à l'hospitalisation, les soins doivent être organisés de façon à garantir leur continuité en toutes circonstances. Et cela s'impose aux médecins, mais aussi aux directeurs d'établissement. Ainsi, il incombe au gestionnaire, au directeur médical, à la CME et à son président de fixer les modalités de la continuité des soins par règlement interne et de veiller à son observation. Ceci intéresse bien sûr les patients qui sont hospitalisés pour notre nom, mais éventuellement pour des patients référés par un autre praticien qui demanderait un avis clinique ou un acte technique, et ceci est particulièrement vrai dans les services de réanimation cardiologique ou générale. Il est donc nécessaire d'avoir un tableau d'astreinte interne à l'établissement pour ces patients hospitalisés, avec des contrats praticiens cliniques précisant les conditions d'exercice. Suivante. L'astreinte telle que le définit, je dirais, la loi HPST. En fait, ça reprend la continuité des soins, mais de façon plus formelle. J'ai laissé cette diapo volontairement chargée, je m'en excuse, pour que vous puissiez avoir la référence quand vous aurez les diapos, parce que ce sont des textes légaux, et autrement, c'est un peu lourd. On va essayer de sortir l'intéressant. Donc l'astreinte, c'est la disponibilité du médecin à répondre à une demande de soins la nuit ou les week-ends. Le médecin d'astreinte doit être joignable rapidement à son domicile ou au téléphone, afin de répondre, et soit par voie téléphonique, soit en se déplaçant, afin d'intervenir dans les meilleurs délais. La garde, elle, s'entend comme la présence effective des praticiens sur place et concerne quelques spécialités, comme la gynéco-obstétrique, comme la pédiatrie dans les maternités, la réanimation, bien sûr. Les ARS et leurs directeurs sont habilités à proposer des contrats entre les réseaux de professionnels qui participent effectivement à cette permanence des soins. Les libéraux n'ont pas besoin d'avoir une structure juridique formelle
comme une SCM, une SCP ou une SEL, ils peuvent être simplement travailler dans la même structure et participer chacun de façon effective à la permanence des soins dans une unité concernée. Suivante. Alors, la modalité d'application des contrats. Tout d'abord, tous les établissements de santé ne peuvent pas prétendre à l'accueil des urgences. Il a été défini des structures d'accueil des urgences qui ont remplacé les structures anciennes telles que l'USUPATU. Et c'est l'ARS qui va communiquer la liste des établissements de santé qui peuvent prétendre à recevoir, entre guillemets, les urgences. Une fois que ces établissements ont été précisés, on définit ainsi la liste des praticiens qui participent à cette permanence des soins. Cette liste est communiquée à la CPAM pour qu'il y ait rémunération. Suivante. Alors en pratique, quelque chose a changé depuis le 16 janvier 2012 et ça a été un long combat. Depuis la convention de 2004, qui avait été relayée par celle de 2011, les structures qui accueillaient les urgences n'avaient en moyenne que 3 lignes budgétaires pour rémunérer les médecins, qui étaient essentiellement, comme on dit vulgairement, un dur, un mou et un anesthésiste, donc un chirurgien digestif ou généraliste et un chirurgien, pourquoi pas, orthopédique. Mais en fait, beaucoup de spécialités médico-techniques ou cliniques participent effectivement à cette permanence des soins et des urgences et n'étaient pas rémunérées. Les astreintes opérationnelles sont définies dans un cadre inter-établissement. Et il peut y avoir une mutualisation avec une répartition harmonieuse des spécialités chirurgicales et ou médico-techniques. On ne peut pas imaginer que dans une ville comme Marseille, je viens de Marseille, toutes les structures aient systématiquement des lignes de garde pour toutes les spécialités, c'est intenable. Donc il faudra bien arriver à réfléchir. La durée d'un an est d'un an renouvelable. Ce qui est très important aussi, ce qui nous engage, c'est qu'il y a nécessité d'un plateau technique et d'un personnel qualifié, parce que le praticien, ainsi que le directeur d'établissement, sera tenu responsable avec la structure en cas d'accident lié à un défaut organisationnel, du personnel ou des techniques. Ce qui pose le problème éventuel d'intervention d'un praticien dans une structure qui n'est pas la sienne, avec un personnel qu'il ne connaît pas et sur du matériel dont il n'aurait pas l'habitude. Ça pose un vrai problème lorsqu'on va réfléchir à la mutualisation et au partage. Il faut rappeler que l'astreinte est rémunérée 150 € d'honoraires par période de 12 heures et la garde sur place, 229 € d'honoraires. Quand on parle d'honoraires, vous enlevez bien sûr le taux de charge dont on a déjà parlé, qui est largement supérieur à 50%. En pratique donc, la permanence des soins, vous avez compris, est différente de la continuité des soins, même si l'organisation est pratiquement la même. Que les praticiens qui existent dans cet établissement assurent de fait une permanence des soins, pour la plupart, à titre gracieux depuis toujours. Actuellement, en France, seuls 134 établissements ont le statut SAU et avaient 3 lignes de garde rémunérées sur 10 spécialités mobilisées en moyenne. Et il y a plus de 100 établissements en France qui assurent gracieusement des services d'urgence et qui ne sont pas reconnus depuis plus de 15 ans. Suivante. Là où le bas blesse, comme toujours, c'est l'argent. Parce qu'il y a eu mutualisation financière, la loi HPST et le plan de financement de la sécurité sociale. Et qu'il faut insister sur les applications des unions régionales dans les négociations de mutualisation face aux volontés hégémoniques de la Fédération hospitalière de France. Pourquoi ? Initialement, il y avait 700 millions d'euros de MIGAC pour l'établissement public et 70 millions pour le privé. Et c'était ramené à 700 millions tout compris. Donc chacun essaye de défendre sa part de marché. Et donc l'hôpital public a dit moi j'avais 700 millions, je veux 700 millions, il faut que je récupère tout, il n'y a pas à négocier. Il faut donc se battre. Et il est parfois possible de faire reconnaître des lignes privées, souvent au forceps, grâce à l'action syndicale, comme ça a été possible en PACA, en Lorraine, en Midi-Pyrénées, mais limité à quelques villes ou quelques structures. Ce n'est pas du tout, ça n'a pas été fait dans toutes les régions. Enfin, un élément très important qui est rappelé par un code de la santé publique, c'est que juridiquement, il s'établit un contrat de soins entre votre patient et vous-même. Mais ce contrat suppose une double liberté. Pour le patient, le choix de choisir son praticien, même dans le cadre de l'urgence, et de dire je veux plutôt aller là et plutôt aller là. Et le dernier, le praticien, de se désengager de son contrat s'il est absent et qu'il va déléguer la continuité des soins à un autre. Il faut donc insister sur le plan national à une mutualisation équitable des astreintes entre établissements publics et privés. À ce propos, les SAMU ont pour mission, avant d'adresser un patient, à s'assurer de la possibilité de choix et de places disponibles en public à privé en regard de l'état du patient. En conclusion,
la continuité des soins s'applique aux cabinets et aux structures d'hospitalisation avec des contraintes et encadreurs différents et ne donne pas lieu à rémunération. L'astreinte, elle, ne concerne que l'activité d'accueil des urgences pour l'établissement actuellement avec SAI et doit être rémunérée. Et rémunérée pour toutes les spécialités qui y participent effectivement. Les services d'urgence du privé ne représentent actuellement que 15% de l'ensemble des unités rémunérées. Et la mutualisation des astreintes, on ne le répétera jamais assez, doit être équitable. Et les URPS y ont un rôle très important afin d'éveiller à l'équilibre de l'offre de soins. Je dirais donc que l'organisation de la permanence des soins, il n'y en a pas encore une ? Oui, et appelons les urgences, est une véritable urgence. Et que nous avons été que trop patients. Il faut absolument donner un traitement radical et définitif à ce problème. Sinon, diapo suivante, que ce soit pour le patient ou pour le système lui-même, il sera peut-être trop tard. Merci.